Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de reparler de super-héros, car la dernière fois nous avions parlé du premier film X-Men, qui était bien, mais on ne peut pas parler des films de super-héros qui représentent quand même une grande part du cinéma d'action populaire de nos jours, sans que ce soit forcément une bonne chose, soyons honnêtes, sans parler du très connu univers cinématographique Marvel. Surtout que moi, je suis un enfant des années 2010, j'ai grandi avec ces films, et pendant une partie de ma vie, on peut le dire, j'en étais fan. Plus tellement aujourd'hui par contre, ça c'est certain, car j'ai grandi tout simplement, et je me suis rendu compte que pour la plupart, ils n'étaient pas si exceptionnels que ça. Mais donc je trouvais ça intéressant dans ce 20e épisode de parler du film qui a lancé ce projet, à savoir Iron Man. Iron Man est un film américano-canadien sorti en 2008 et réalisé par Jon Favreau. La dernière fois quand je vous avais parlé de X-Men, je vous avais expliqué que les années 90 avaient un peu tué l'engouement pour les films de super-héros avant que les années 2000 viennent rebooster leur popularité avec des films qui ont beaucoup plu au grand public, notamment X-Men. Suite à cela, de nombreux projets de films de super-héros se mettent en marche afin de profiter de ce renouveau. Cependant, le projet de film Iron Man, lui, était déjà dans les chantiers dans les années 90. Universal furent les premiers à obtenir les droits du personnage et lancent le projet en 1990. Mais ce dernier n'aboutit pas et les droits du personnage passeront entre les mains de nombreux studios, subissant de grands changements de direction. Nicolas Cage fut pendant un moment partant pour faire le film, mais ça ne conclura pas. Et même Tom Cruise était tenté par l'expérience et voulait même produire le film, mais se retira finalement car le tournage prenait trop de temps à débuter. Finalement, en 2006, soit 16 ans après le début du projet, Marvel Studios, le jeune studio de la firme d'édition de comics, se retrouve au règne du projet et à le produire intégralement. N'ayant encore jamais produit de film de manière indépendante, ils sont obligés de faire un prêt de 525 millions de dollars à une banque privée afin de financer le film. Si Iron Man est le super-héros qu'ils ont choisi pour le premier film, c'est tout simplement car il s'agit de l'un des seuls qui n'a pas encore eu de représentation live au grand écran. À l'époque, dans les comics, bien qu'il était un personnage important, il restait quand même plus secondaire que les autres icônes de Marvel. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la base, de nombreuses références à des personnages comme Hulk ou au film Spider-Man étaient prévues. Par exemple, il devait être expliqué que c'était Tony Stark qui avait conçu les bras bioniques du Docteur Octopus dans Spider-Man 2. Après avoir choisi Quentin Tarantino pour réaliser le film, qui refusa finalement à cause de divergences artistiques, c'est Jon Favreau qui a été désigné pour réaliser le film. Bon, le downgrade est flagrant, mais c'était principalement car ce dernier avait réalisé Elf, un film de Noël qui avait plutôt bien marché à l'époque, et aussi surtout car il entretenait déjà à l'époque de bonnes relations avec Marvel Studios, notamment Kevin Feige, le PDG actuel, qu'il était vraiment passionné par le personnage et le projet. Il a même perdu 32 kilos pour pouvoir apparaître dans le film en tant qu'agent de sécurité de Tony Stark. Et si vous voulez mon petit avis personnel, également car c'est un réalisateur qui a quand même la petite réputation de ne pas être très exigeant d'un point de vue artistique et qui préfère s'adapter à ce qu'on lui demande ses producteurs. Mais bon, ça c'est vraiment pour moi. Mais finalement sa venue dans le projet aura quand même des bienfaits car c'est lui qui a insisté pour que Robert Downey Jr. incarne Tony Stark. Un choix que Marvel ne soutenait pas énormément car l'acteur, après un bon début de carrière, était tombé dans de nombreux déboires comme l'alcoolisme et la toxicomanie. Il fut même emprisonné à de nombreuses reprises pour détention de stupéfiants et d'armes à feu, à tel point qu'il était en quelque sorte blacklisté par Hollywood et ne jouait dans plus grand chose à cette époque. Mais Jon Favreau, connaissant très bien Downey Jr., savait parfaitement que c'était lui, Iron Man. Et après un peu de négociation, Marvel Studios accepta que l'acteur soit la tête d'affiche de son premier film, et quelque chose me dit que c'est une bonne décision. Finalement, en 2008, le premier film de Marvel Studios, introduisant le concept d'univers cinématographique, donc la promesse d'avoir dans le futur des films liés entre eux et se passant dans la même temporalité, sort dans les salles obscures. Et pour savoir ce que ça a donné, passons au film. Le film commence en Afghanistan avec du AC/DC à fond. On rencontre Tony Stark au sein d'une voiture de militaire où il est visiblement très à l'aise. Is it true you went 12 for 12 with last year's Maximum Cover models? That is an excellent question. Yes and no. March and I had a scheduling conflict, but fortunately the Christmas cover was twins. Allez, body count. Anything else? You're kidding me with the hand up, right? Is it cool if I take a picture with you? Yes. It's very cool. All right. I don't want to see this on your MySpace page. Please, no gang signs. Mais ils se font soudain attaquer, et pendant la fusillade, bon, qui n'est pas très bien filmé, c'est vrai, on a juste quelques tremblements et 2-3 bruitages, mais en vrai, on voit très bien qu'il ne se passe rien là, les gars. Notre ami va techniquement se manger un petit but contre son camp. Forcément, comme on est en Afghanistan dans les années 2000, vous aurez compris que cette attaque est perpétrée par des terroristes, mais membres d'une organisation appelée les 10 Anneaux, Et ils prennent en otage Tony, puis...
On se retrouve ensuite 36 heures plus tôt pour nous présenter plus en détail le personnage de Tony Stark, pour comprendre comment une personne comme lui a pu se retrouver dans cette situation. Au cours d'une cérémonie, on apprend grosso merdo de son histoire, que c'était un enfant prodige, fils d'un grand concepteur d'armes à feu et qui quelques années après le décès de son père reprend les rênes de son entreprise qui avait entre-temps été dirigée par son associé Obadiah Stane. I've had the unique privilege of serving with a real patriot. He is my friend and he is my great mentor. Ladies and gentlemen, it is my honor to present this year's Apogee Award to Mr. Tony Stark. Tony? Si Tony n'est pas présent, ce n'est pas parce qu'il Always working. mais parce qu'il est au casino. Il a, comme on pourrait le dire, une vie de super vilain. Toutes les femmes sont à ses pieds, il est riche, renommé et a un charisme fou. Okay, here's serious. My old man had a philosophy. Peace means having a bigger stick than the other guy. That's a great line coming from the guy selling the sticks. My father helped defeat the Nazis. He worked on the Manhattan Project. A lot of people, including your professors at Brown, would call that being a hero. And a lot of people would also call that war profiteering. Tell me, do you plan to report on the millions we've saved by advancing medical technology or kept from starvation with our IntelliCrops? All those breakthroughs, military funding, honey. You ever lose an hour of sleep your whole life? Be prepared to lose a few with you. Bah bravo, j'ai bandé. Non wesh. Bref, Tony la déglingue et on rencontre Pepper Potts, joué par Gwyneth Paltrow, qui ramène les vêtements du coup d'un soir de Tony et sort les poubelles. The MIT commencement Is speech. in June. Please don't harangue me about Well, this stuff. they're It's haranguing way me, so down. I'm gonna say Well, yes. deflect it and absorb it. Don't I need transmit you to it back sign me. this before What are you you trying get to on get rid the of me plane. for? What, do you got plans? As a matter of fact, I do. I don't like it when you have plans. I'm allowed to have plans on my birthday. It's your birthday. Yes. I knew that. Already? Yeah, isn't that strange? It's the same day as last year. Well, get yourself something nice for me. I already did. And? Oh, it was very nice. Yeah. Very tasteful. Thank you, Mr. Stark. Il y a 2 minutes, tu t'occupais de son plan cul, meuf. Ne l'oublie pas. Mais bref, Tony embarque pour l'Afghanistan avec Happy, joué par le réalisateur Jon Favreau lui-même, et James Rhodes, son ami militaire, joué par Terrence Howard, qui ne vit pas très bien le fait de devoir sans cesse couvrir Tony comme un gosse. Hey, heat up the sake, will you? Thanks No, for I'm reminding not me. talking. We're not Mr. drinking. Stark. We're working Fine. right now. You And can't have sashimi you are with that sake. constitutionally incapable of being responsible. It would be irresponsible not to drink. I'm just talking about a nightcap. Hot sake? Yes, two, please. No, just I'm not drinking. I don't want any. That's what I'm talking about. When I get up in the morning and I'm putting on my uniform, you know what I recognize? I see in that mirror that every person that's got this uniform on got my Hey, back. man, you know what? I'm not No, you don't have to be like me. But Bon, je ne pense pas qu'il lui en voudra très longtemps. Pour l'instant, le film cherche à nous présenter le train de vie de Tony, et donc sa personnalité. Et le point le plus important dans ça est tout simplement ce qui lui permet d'avoir ce train de vie, et sa raison de sa venue en Afghanistan. They say the best weapon is one you never have to fire. I respectfully disagree. I prefer the weapon you only have to fire once. That's how Dad did it. That's how America does it. And it's worked out pretty well so far. Tony Stark est le marchand d'armes le plus puissant du monde. For your consideration, the Jericho. Un peu cliché, mais c'était classe. On avance ensuite à l'attaque du début, où Tony s'est donc retrouvé prisonnier des terroristes. Après l'explosion du missile, des bouts d'obus se sont logés près de son cœur, mais grâce à l'intervention du docteur Ho Yinsen, un aimant relié à une batterie empêche les éclats de le tuer. سفاح وقتل قتلة في تاريخ أمريكا. He says, "Welcome, Tony Stark, the most famous mass murderer in the history of America." أنا فخور بمعرفتك. He's honored. عاوزك تعمل لي صاروخ جيريكو He wants you to build the missile, اللي أنت كنت بتعرضه على الناس. the Jericho missile that you demonstrated. نزل إيدك فهمه. This one. I refuse. Après quelques séances de torture, ils arrivent finalement à un accord. No, no.
Tony se met au travail, sauf qu'au lieu de construire son missile, il prépare leur plan d'évasion, dans un premier temps en se fabriquant son premier réacteur arc miniature, lui permettant d'alimenter l'aimant qui lui permet de rester en vie, puis grâce à une autre idée. Ils se mettent donc au travail, mais les terroristes commencent à comprendre qu'ils ne travaillent pas vraiment sur le missile demandé. Ils finissent de mettre au point leur armure de combat, mais les terroristes essayent de rentrer dans leur atelier. Cependant, la finalisation de l'armure demande encore du temps, donc Yinsen décide de ralentir les terroristes. C'est alors que naît Iron Man, dont l'armure est en fait le même design que celui du Tales of Suspense numéro 49, où Iron Man fait sa première apparition. Tony parvient donc à se débarrasser des terroristes et retrouve son ami Yinsen. Don't waste your life. Suite à cette mort, Tony sort enfin de la caverne où il se fait cribler de balles, mais grâce à son armure parvient à y résister et fout le feu au campement des terroristes dans une scène encore une fois cliché mais assez stylée. Tony est finalement retrouvé par Rhodes et retourne aux États-Unis. Et aussi surprenant que cela puisse être, ce qu'il souhaite dès son retour, c'est On rencontre aussi entre-temps un certain étrange. Mais si Tony décide de convoquer la presse, c'est parce qu'il a été profondément marqué par son expérience en Afghanistan. Ces 3 mois de captivité, de voir des gens mourir par ses armes, et donc en quelque sorte par sa responsabilité. I had my eyes open. I came to realize that I have more to offer this world than just making things to blow up. And that is why, effective immediately, I am shutting down the weapons manufacturer division of Stark International. Après ça, Pepper aide difficilement Tony à changer son réacteur, puis il décide de continuer à travailler sur son armure, séquence qui aurait pu être bien menée, mais on a une règle des 180 qui a été mangée, puis une transition slide dégueulasse. Maybe mine can actually do some good. Je veux bien qu'on soit en 2008, mais quand même. Les terroristes, quant à eux, retrouvent les bouts de l'armure de Tony, qui lui se montre très cruel avec son robot assistant. You're of no benefit at all. I got this. Okay, I'm sorry. Am I in your way? Screw it, don't even look. Alright, tragedy. Half a meter back to center. Dummy, look alive. We're on standby for fire safety. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Mais Obadiah, le chef du début, lui n'est pas ravi de la décision de Stark de fermer sa manufacture d'armes à feu. Après beaucoup de travail, Tony finalise enfin sa nouvelle armure. Il peut même voler, cependant lorsqu'il vole trop haut, son armure gèle. Il arrive tout de même à reprendre le contrôle avant de détruire sa maison. En se rendant à une cérémonie, il retombe sur son plan cul du début qui lui apprend que son entreprise a fourni des armes aux terroristes et que c'est Obadiah qui a fait le coup dans son dos. Tony décide donc de se rendre dans ce village sous le contrôle des terroristes avec sa toute nouvelle armure customisée et attention, scène culte.
s'envole vers l'Afghanistan et se débarrasse ensuite de tous les terroristes et sauve ainsi tous les habitants. Bon, là par contre c'était ridicule. Il détruit ensuite toutes ses anciennes armes afin qu'elles ne soient plus utilisées. Cependant, l'armée américaine remarque l'activité d'Iron Man. Ils envoient donc l'armée de l'air dirigée par Rhodes s'occuper de lui. On a droit à pour le coup une bonne séquence de course-poursuite aérienne, surtout pour 2008. Rhodes ne tarde pas à comprendre que c'est Tony dans l'armure et Pepper non plus. Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Are those bullet holes? Faut arrêter les transitions comme ça. On apprend ensuite que Obadiah fait plus que de vendre des armes aux terroristes. Il est directement associé à eux. Il découvre ensuite comment Tony a fait pour s'enfuir car les terroristes ont reconstruit son armure. Les terroristes lui proposent donc un marché, l'armure de Tony contre des soldats de fer. Mais comme personne n'a l'air vraiment décidé à respecter ces marchés avec les terroristes dans ce film... Tony demande ensuite à Pepper de pirater le système de sécurité de Stark Industries afin de pouvoir récupérer les dernières livraisons d'armes effectuées et pouvoir les détruire également, ce qu'elle refuse dans un premier temps mais finit par accepter après un petit discours larmoyant. Au cours de sa mission, elle découvre le lien entre Obadiah et les terroristes. As you can see, Obadiah Stane, your deception and lies will cost you dear. The price to kill Tony Stark has just gone up. So, what are we gonna do about this? Efficace. Elle parvient à partir, mais Obadiah découvre qu'elle a récupéré tous les fichiers. C'est alors que l'agent Coulson de tout à l'heure réapparaît. To power the suit, so the technology actually doesn't exist. So it's Wait, the technology? William, here is the technology. I've asked you to simply make it smaller. Okay, sir, and that's what we're trying to do, but honestly, it's impossible. Tony Stark was able to build this in a cave! With a box of scraps! Well, I'm sorry. I'm not Tony Stark. Face à ce problème, Obadiah décide de voler directement le réacteur Arc de Tony et révèle son vrai visage. I worried that I was killing the golden goose. But you see, it was just fate that you survived that. You had one last golden egg to give. Alors à l'Arctique de la mort, sans son réacteur, c'est alors l'heure de ma scène préférée du film. Après avoir été rabaissé pendant tout le film, le robot assistant a droit à son heure de gloire. Pepper, accompagné par Coulson et ses collègues du Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistics Division, arrive pour arrêter Obadiah. Malheureusement, ce dernier a finalisé son prototype grâce au réacteur Arc de Stark et est devenu Iron Monger. Bon, là par contre ça a mal vieilli. Tony se rend alors sur les lieux afin de sauver Pepper, mais Iron Monger surgit du sol. Le combat entre Iron Man et Iron Monger commence alors, on a droit à beaucoup de véhicules utilisés comme armes. Obadiah a lui aussi amélioré l'armure afin de pouvoir voler, comme Tony, même si vu ses propulseurs, je pense qu'il a accéléré le réchauffement climatique de 20 ans à lui tout seul. Mais bonne utilisation du fusil de Chekhov, que vous connaissez désormais si vous suivez ma chaîne, Tony arrive à piéger Obadiah grâce au problème de givre qu'il avait rencontré plus tôt dans le film. Cependant, cela ne suffit pas à le vaincre et putain que les plans sur le visage de Stane sont mal filmés par rapport à ceux de Tony. Ce dernier envoie Pepper faire sauter le toit pendant qu'il occupe Iron Monger. I never had a taste for this sort of thing, but I must admit, I'm deeply enjoying the suit. Ouais, bon, là comme ça, il me fait quand même plus penser au Dr Eggman dans Sonic, là, quand il est dans son robot articulé. Malgré le fait que Tony soit encore sur le toit, il demande à Pepper de tout faire exploser. Ce qu'elle fait, tuant ainsi Obadiah et détruisant son armure avec le réacteur Arc, tandis que Tony, quant à lui, est resté sur le toit avec son réacteur endommagé. Après ça, Rhodes couvre l'incident en disant que c'était simplement des essais militaires. Tony s'en est remis et voit même les journaux parler de lui en tant qu'Iron Man. L'agent Coulson du... Strategic Homeland. Bon, ok, cette fois-ci je fais pas la
la blague. Se fait chier à lui faire un alibi afin de pouvoir éviter les soupçons sur le fait qu'il soit impliqué dans cette histoire, comme quoi il aurait été sur son yacht ou un truc comme ça, et qu'il n'est qu'à le lire devant la presse. Et comme ce serait trop facile, il va plutôt dire « Attention, scène culte ». Truth is, I am Iron Man. Et c'est fini de façon plutôt classe aussi. Enfin non, pas tout à fait. Après les crédits, on voit Tony rentrer chez lui quand il découvre que quelqu'un a fait irruption. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you've become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Oh. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Et ça, je sens qu'on va en entendre parler. Déjà, on va commencer par la partie subjective de l'argumentaire. J'aime bien ce film, car il fait partie de mon enfance. Je l'ai vu alors que j'étais jeune, lors de ma période où j'étais un vrai fan, on peut le dire, des super-héros, et plus particulièrement des films Marvel. Je continue encore à avoir de l'affection pour certains, notamment pour celui-ci, car il me rappelle beaucoup de bons souvenirs, d'une époque désormais révolue, mais qui vit toujours à travers ces films. La preuve ultime est que je n'aime pas regarder les films live en VF, car je trouve que ça enlève un truc. Cependant, les films Marvel, notamment Iron Man, font partie des rares films que je peux encore voir en VF, car c'est dans cette version que je les ai découverts, et qu'elle n'est pas horrible non plus. Tout ça pour dire que j'ai un lien particulier avec ce film, mais qu'on va mettre de côté pour en parler objectivement. Et bien malgré les années, je continue de penser que c'est un film plutôt correct. Déjà, un point qui me plaît beaucoup dans le film est qu'il a une approche originale pour un film de super-héros. À l'époque, les super-héros étaient soit des êtres parfaits ou bons qui affrontaient des difficultés, comme Superman dans ses films ou le Spider-Man de Sam Raimi, soit des êtres opprimés et traumatisés comme dans les films que l'on a vus ensemble, X-Men ou le Batman de Tim Burton. Et même si Christopher Nolan avait réouvert la voie pour des super-héros avec des histoires plus sombres avec Batman Begins 3 ans avant et juste The Dark Knight la même année, Iron Man est le premier film qui nous offre un personnage principal comme Tony Stark, imparfait avec une grosse zone d'ombre, de nombreux défauts, voire même plus que des qualités, et qui en plus de ça ne disparaissent même pas vraiment au cours du film. Il est toujours imprévisible, dans l'excès et très porté sur son image, à tel point qu'il va même jusqu'à briser l'une des règles d'or d'un film de super-héros. I am Iron Man. Il révèle son identité secrète au monde entier dans la dernière scène du long métrage, c'est inédit. À l'époque, aucun super-héros n'avait son identité secrète connue du grand public, à part les X-Men ou les 4 Fantastiques. Mais parce que il n'avait jamais vraiment eu d'identité secrète. Iron Man est un film qui casse les codes du super-héros de l'époque à travers son héros. Le contexte aussi change. Avant ça, les films de super-héros étaient quand même assez timides vis-à-vis des parallèles géopolitiques réels. Là, on a Iron Man qui part en Afghanistan combattre des terroristes. On rappelle qu'au même moment, les États-Unis étaient en pleine guerre de l'Irak. Et en plus de ça, le film ne nous montre pas uniquement ça comme les gentils États-Unis contre les méchants terroristes arabes. Non, là le film montre clairement avec la vente des armes de Tony Stark que les États-Unis eux-mêmes jouent un rôle dans cette guerre, peut-être même plus important que les terroristes, car sans les armes de Tony, les terroristes seraient bien plus affaiblis. Même le personnage principal est original, car pour une fois, elle n'est pas juste réduite à la fille que le super-héros séduit à la fin, ou la fille en détresse. Elle aide Tony, découvre le plan d'Obadiah, lui permet de développer son arc narratif, elle tue même le méchant à la fin, et n'embrasse pas le protagoniste. Bref, en gros, c'est l'anti-Mary Jane Watson de Spider-Man, quoi. Le film apporte donc des choses originales qui changent des films de super-héros classiques de l'époque, il apporte de la fraîcheur, et par ailleurs, les acteurs dans le film sont tous très bons, sauf le méchant, mais ça on en reparle plus tard, et en particulier bien sûr l'excellent Robert Downey Jr., qui était littéralement fait pour ce personnage. Il le tient à la perfection, il a un charisme fou, et beaucoup de ses répliques ont été improvisées, comme la très connue anecdote du burger, ou certaines répliques. Il avait déjà à l'époque les épaules pour être la tête d'affiche d'un aussi grand projet, car oui, bien sûr, l'élément le plus nouveau du film, c'est bien évidemment cette scène post-générique légendaire, où Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson, alors que le personnage était historiquement blanc dans les comics, mais à l'époque il n'y avait pas tous ces cons d'anti-woke racistes pour nous faire chier, qui annonce que dans ce même univers existent d'autres super-héros, et qu'un film Avengers les réunissant est dans les cartons. Alors bien sûr, de nos jours, maintenant qu'on a vu les films, etc., c'est juste satisfaisant de voir ça, mais à l'époque c'était vraiment l'annonce du siècle. Je me souviens encore avoir des frissons après que l'on m'ait promis de voir un film Avengers, quoi. Personne n'avait la moindre idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. En soi, le film est original et casse les codes de son genre, mais il n'est pas non plus si incroyable que ça. Déjà, le film souffre clairement d'une structure déséquilibrée. Le début du film est captivant, mais dès que Tony Stark annonce la fermeture de sa manufacture d'armes à feu, le film devient beaucoup moins intéressant. Non pas qu'il devient mauvais, mais pour le coup, on est sur un schéma beaucoup plus classique. Tony conçoit son armure, devient un super-héros, bien qu'il n'ait pas de super pouvoir, un peu à la Batman, mais de toute façon, Iron Man a toujours été un peu vu comme le chevalier noir de Marvel.
Marvel. Il affronte un antagoniste des plus classiques, c'est d'ailleurs l'un des points faibles du film, alors que justement un film de super-héros repose beaucoup sur son méchant. Ironmonger est un très mauvais super méchant. Dès qu'on comprend qu'il n'est pas d'accord avec les décisions de Tony, on sait qu'il va être le méchant. Il n'a pas d'autre motivation que juste vouloir encore plus d'argent et le contrôle de Stark Industries et tuer Tony. Bref, un schéma assez classique comme je l'ai dit. Il n'a pas de style à lui, il reprend simplement l'ancienne armure de Tony Stark. L'opposition entre les deux ne fonctionne pas vu qu'ils n'ont pas de dualité spéciale, alors qu'en soi, ça aurait pu être intéressant, l'ancien associé qui a toujours tout fait pour attraper le comportement de Tony, mais clairement là, c'est pas du tout exploité. Rhodes aussi ne sert à rien dans le film, et c'est dommage car c'est un personnage que j'aime bien, mais soyons honnêtes, sans lui rien n'aurait changé. C'est vraiment juste le pote du héros qui lui parle pendant le combat quoi. C'est sympa, mais ce n'est pas aussi bien que les fondations qu'avait fait le film. Ce qui fait qu'on finit avec un visionnage sympathique, mais clairement pas mémorable non plus. D'ailleurs, un énorme gros problème qu'a le film aussi, c'est la mise en scène. Si sur le papier le film est original, dans sa technique par contre, là on est sur quelque chose de beaucoup plus bancal. La mise en scène de Jon Favreau est franchement peu inspirée. On a souvent droit à des champs contre champs basiques, sans réel sens ni vraie ambition. Pourtant les effets spéciaux ne sont pas si mauvais. À part à quelques moments, la plupart ont plutôt bien tenu le coup des années. Même de nos jours c'est regardable, comme l'armure d'Iron Man, les scènes de vol qui sont plutôt pas mal, mais là encore on reste sur quelque chose de vraiment basique, c'est plat, il n'y a aucune séquence impressionnante. Ce qui devrait être le plus important dans un film de super-héros, faire de belles scènes d'action. Mais il n'y a pas ça. Le climax du film par exemple n'est franchement pas terrible. Déjà que l'opposition entre Iron Man et son méchant n'est pas très intéressante, ce n'est même pas compensé par un bon combat, non. D'ailleurs il n'y a qu'un seul vrai combat dans ce film, le combat final. Mais bon, vu comment c'est filmé, je pense que l'on peut s'estimer heureux que ce n'est pas comme dans X-Men où les scènes d'action n'étaient franchement pas terribles, mais où on y avait droit à plusieurs reprises, cassant complètement le ton réaliste du film. En plus de ça, si le film est original dans le fond, dans la forme, on n'y est pas du tout. Même si on a quelques plans classe, ils sont quand même très clichés, comme je l'ai dit. Et le pire, c'est qu'ils récidivent, donc forcément, à un moment, ça devient ridicule. On a des séquences dignes des films d'action des années 90, alors que le film se voulait plutôt original. Et à l'arrivée, cette mise en scène très fade, ce méchant ridicule et une histoire un peu coupée en deux, fait que malgré les qualités que le film peut avoir, il devient quand même très oubliable. Même si certains moments sont devenus cultes, ce n'est clairement pas l'un des films de l'univers cinématographique Marvel les plus mémorables. Et c'est malheureusement dû à une réalisation trop fébrile. Et c'est dommage car il y avait des beaux décors, de bons acteurs, de bonnes idées. Mais Jon Favreau n'en a rien fait. Il a juste fait le minimum, a introduit ce que ses producteurs lui ont demandé d'introduire et a choisi Robert Downey Jr. Mais ses apports s'arrêtent vraiment là. Bon, pour conclure, je ne dirais pas que le film est non plus nul. Même s'il a des défauts, on ne peut pas le cacher. Il a été une révolution. C'est avec ce film que Marvel Studios est arrivé dans le monde des films de super-héros et va lancer toute une ère qui, bien que de nos jours s'essouffle de plus en plus, a marqué les années 2010. Il a lancé le concept d'univers partagé qui sera repris par beaucoup. Durant une période, je le rappelle, les studios étaient tous à la recherche de leur univers cinématographique partagé. Et d'ailleurs, à part Marvel, aucun n'a vraiment abouti. C'est grâce à lui que Marvel a pu lancer l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma, qui connaîtra par la suite un succès planétaire et mettra fin à la mauvaise réputation que se traînaient les films de super-héros à la fin des années 90. Ce film a été la rampe de lancement pour quelque chose de plus grand, qui, qu'on le veuille ou non, marquera une génération. Mais est-ce que cela veut dire que les films, eux, sont bons? C'est ça la question la plus importante. C'est pour cela que nous en parlerons une prochaine fois. Pour l'instant, j'espère que vous ne mourrez pas trop de choses sous cette chaleur, même si personnellement c'est tout ce que j'aime. J'arrive bientôt avec un nouveau concept qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais ça sera l'occasion de me voir dans un autre contexte. Et puis de toute façon, il n'y a personne qui regarde cette chaîne, donc c'est pas grave. Peut-être que ça attirera un nouveau public. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tomix ou comme vous préférez. A bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. La bise.